Ensemble, vivons le bonheur d'Algérie. Ensemble, apprécions les couleurs d'Algérie. Le soleil, les merveilles du pays, un réveil de fraîcheur et de vie. Ensemble, vivons un moment de nostalgie. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue parmi nous. Ensemble, nous allons passer, je l'espère, un très bon moment en notre compagnie. En tout cas, ensemble, nous serons jusqu'à 10 h en compagnie de toute l'équipe du Bonjour d'Algérie pour vous accompagner. Les rubriques habituelles du mercredi matin. Nous sommes donc le mercredi 11 novembre. Nous continuerons à vous informer, à vous divertir et surtout parler de l'actualité, bien entendu. Et n'oublions pas que cette émission est sponsorisée par Coral Peinture. Tout au long de cette émission, bien sûr, nous allons retrouver ce spot Coral Peinture. Et puis, on va bien entendu recevoir Nassiba Djaïdir dans un tout petit moment dans sa rubrique Mosaïque. Elle viendra nous présenter son tout dernier reportage. Elle a rencontré pour nous l'artiste plasticien algérien, donc Adden, Mustafa Adden, qu'on aime beaucoup et en tout cas elle a eu le plaisir d'aller donc dans son atelier, faire un gros plan sur son atelier. Vous allez découvrir tout cela tout à l'heure dans son reportage. Et puis, Hamid Belkhassam sera sur notre plateau également avec un invité. Il viendra nous parler des récents feux de forêt, bien sûr aussi une société algérienne qui a pensé à travailler justement sur la surveillance des zones assez difficiles d'accès, notamment les montagnes, les forêts, etc. Et donc ils sont là pour surveiller surtout à travers des avions, que ce soit les hélicoptères ou les petits avions, pour ce qui est donc d'épandage ou feux de forêt. Vous allez en savoir plus tout à l'heure sur le plateau. Et puis nous allons parler aussi Covid-19 toujours. La santé est toujours ici de rigueur dans notre plateau. Il s'agira d'évoquer donc l'épidémie du Covid-19 avec un épidémiologiste qui sera sur notre plateau. Nous en parlerons en détail. On terminera l'émission en musique avec un artiste qui est auteur, compositeur et interprète. Il viendra nous parler donc de son univers musical. Il s'agit de Hossein Wahyoun qui sera sur notre plateau et on découvrira son univers musical, surtout que lui a toujours été inspiré par la nature. Vous allez le découvrir tout à l'heure à travers ses poèmes et surtout sa belle voix. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. On va tout de suite débuter cela avec la météo pour vous laisser sortir dans de bonnes conditions. Vous saurez tout sur les nouvelles du ciel tout de suite avec Amel Haribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, Aynama Kuntum. Elle est en forme, elle rigole déjà, donc tout va bien, alhamdoulilah. Comment ça va? Bonjour Amel. Bonjour Amel, ça va? On est dans les mêmes tons ce matin, comme par hasard. On ne s'est pas dit le mot en plus. Eh oui, eh oui. Enfin. Les bons esprits se rencontrent. C'est ce qu'on dit? Oui, oui, n'est-ce c'est pas? ça. Oui, oui. Donc, il va faire beau. Pas trop, non. Ah, il y aura des pluies, j'espère. Oui, quelques pluies. D'accord. Mais plus à l'est. Hein. On vous écoute. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura des passages nuageux sur pratiquement l'ensemble des régions nord, avec des orages sur les régions intérieures de l'ouest, sur le centre et l'est. Aussi des passages nuageux qui peuvent engendrer quelques pluies sur les côtes centre, mais des pluies assez marquées sur les côtes est. Par contre, vers l'intérieur, centre et est, eh bien, on aura un temps plutôt nuageux, avec des foyers orageux durant la journée. La moitié sud, passagèrement nuageux vers le Bécharoua, le Nord Sahara. Également les oasis avec quelques pluies vers le Nord Sahara et les oasis, parfois orageuses. Partout ailleurs, rien à signaler. Le soleil va prédominer, avec toutefois des soulèvements de sable vers le Sahara central et l'extrême sud. Les températures, la journée, eh bien, elles vont se rafraîchir et Météo Algérie a prévu un minimum de 15 degrés du côté de Tiaret, 19 vers Djelfa, 17 degrés à Al-Bayad, 22 à Alger, 21 à Oran et Tlemcen, 24 à Annaba, 23 à Tizi Ouzou et Constantine, 22 degrés à Batna. Au sud, le minimum cette fois-ci vers Béchar avec 19 degrés, 27 à Biskra, 31 degrés Tindouf, Insalah, 25 Tamanrasset et Janet, 30 vers l'extrême sud et 32 degrés à Adra. L'état de la mer durant cette journée, eh bien, elle sera peu agitée sur les côtes ouest, mais plutôt calme sur les côtes centre et est, avec des vents qui vont souffler entre 20 et 40 km/h sur les côtes ouest, 10 à 20 sur les côtes centre et 20 à 30 km/h
km/h sur les côtes est de secteur ouest. Et on va faire un petit voyage cette fois-ci vers l'Amérique du Nord où le temps restera gris et pluvieux à Montréal, New York, Washington, Miami. Le soleil sera bel et bien présent en Californie, Dallas, Mexico, passagèrement nuageux à Vancouver. Côté Mercure, eh bien, on relèvera 6 degrés seulement à Vancouver, 23 à Dallas, 20 degrés à Montréal, 22 New York et Washington et le maximum cette fois-ci à Miami avec 29 degrés. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Voilà, vous savez tout sur les nouvelles du ciel grâce à ML. Il va faire beau en Amérique du Nord, ils vont prendre de la vitamine D. C'est bon le soleil, il faut prendre encore de la vitamine D, profiter encore un peu de ce soleil. Exactement. Tant qu'il y est. Même chez nous, il y aura quelques éclaircies. Sur le centre, je précise. Très bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous Bonne remercie. journée à vous. Bonne journée. À tout à l'heure pour À d'autres tout à l'heure. bulletins météo. On va Inch'Allah. vous laisser repartir avec une belle chanson. Comme C'est un d'habitude. instrumental. C'était à l'époque où les gens pouvaient faire des bains de foule. Donc maintenant, c'est vrai qu'il faut éviter les bains de foule surtout. Tout à l'heure, on va avoir des spots pour encore essayer donc de renforcer cette prévention et encore une fois inviter les gens à plus de prudence concernant cette épidémie. Voilà, merci beaucoup Amel. On apprécie Rabih City Band et on se retrouve juste après.
De retour sur le plateau, j'espère que vous avez apprécié, ça vous a bien réveillé, ça vous a donné du punch pour nous suivre jusqu'à la fin. En tout cas, cette rubrique, celle que vous retrouvez chaque mercredi matin, c'est celle donc de l'environnement, celle de Hamid Belkhassem qui est avec nous. Bonjour Hamid. Bonjour Amal, bonjour à tous. Comment ça va? Très bien, merci. Vous êtes content de nous parler d'une personne qui défend donc l'environnement ce matin, vous allez nous la présenter d'ailleurs. Ah oui, c'est M. Cheikh Ibelaili, bonjour. Bonjour. Alors Bienvenue parmi vous, nous. Bonjour madame. vous êtes responsable Bonjour, d'une Hamid. boîte très spécifique, hein, c'est Air Express. Et aujourd'hui, on va dire une chose très simple, c'est l'apport des moyens aériens, ça peut être des avions, des hélicos, dans la protection de l'environnement. Et la protection de l'environnement au sens large, on est un petit peu attristé par ce qui s'est passé le week-end passé. nombreux On feux aurait de forêt, aimé bien sûr. avoir des solutions aériennes complémentaires avec tout ce qui se fait par la Direction générale de la protection civile. Hein. Mais bien on sûr. n'est jamais, il n'y a aucun pays qui soit préparé seul On l'a vu à d'ailleurs, subir. plusieurs fois. Il y a eu quoi? Des feux de forêt probablement d'origine criminelle sur une douzaine de wilayas, ce qui est quand même énorme. Et l'apport de tous doit être efficace. Tout à fait. Pour ce faire, il faut une stratégie, et ce sont des moyens qui ne sont pas donnés, d'accord, mais il faudra avoir une stratégie tout au long de l'année. On est très content de voir ressusciter le projet du barrage vert, mais encore faut-il que le barrage vert puisse être surveillé, contrôlé. Il y a la chenille processionnaire qui avait anéanti une partie du barrage vert. Bah oui. Et donc, ces moyens aériens, M. Belali va nous l'expliquer, peuvent être utilisés dans la Surveillance. surveillance des feux de forêt, dans la lutte anti-acridienne, dans L'épandage de contre certains l'épandage, produits. la démoustication, le moustique tigre ou der hala. Et donc, c'est un apport, n'est-ce pas, M. Belali? Oui, bien sûr. On peut commencer à parler peut-être de l'aérien. Oui, Donc, bien sûr. je reviens sur un certain moment. Madame, vous avez dit que Air Algérie, la belle époque, à un certain moment, il y avait quand même un dispositif aérien et où on a utilisé toute la panoplie des moyens qui étaient à disposition, pas uniquement au sein d'Air Algérie. Au sein d'Air Algérie, il y avait un département, une direction qui s'appelait la direction du travail aérien. Donc il y avait un certain nombre d'avions, les fameux avions, vous savez, Oui. les- Dont on était très fiers, hein, qui agissaient en dehors, au niveau du Sahel, pour faire la lutte précoce. Oui, on allait même en amont, si Oui. vous voulez, dans les pays voisins pour éviter que quand il y avait par exemple un péril, comme le péril acridien. Donc dans les années 80, moi à l'époque j'étais à l'aviation civile, à la direction de l'aviation civile, on avait mis en place un dispositif en utilisant tous les moyens aériens, c'est-à-dire on a mis dans le coup les aéroclubs, qui avaient une quinzaine d'avions légers, On voit quelques moyens aériens Voilà. hein, Oui. qui passent. et plus les moyens, le aéroclub, c'est le guet non armé, c'est-à-dire c'est des moyens d'observation qui survolent tous les massifs forestiers. Dès qu'il y a un début de feu, tout de suite, l'alerte est donnée. Voilà. L'alerte est donnée aux moyens au sol, et à ce moment-là interviennent les moyens aériens, soit les moyens au sol, soit les moyens aériens de la DTA, les fameux avions qu'on avait à l'époque, qui avaient quand même une capacité d'emport de 1000 litres. Hein, C'est à bord. appréciable. Oui, il y avait au début il y avait 15 et à la fin ça a terminé par 12 avions et qui intervenaient immédiatement. Voilà. Donc on pouvait faire l'extinction de ce feu dès sa naissance. Exactement. Et ça, il y avait quand même, c'était une bonne coordination entre les 15 avions d'Aéroclub, la quinzaine d'avions de la DTA, et on arrivait à maîtriser. Hein. Plus les Le moyens territoire radio. national sur territoire est national, assez oui. large Oui, oui, et territoire vaste, national, oui. justement. Donc ça, bien sûr, ça c'est pour les feux de forêt. Maintenant pour l'anti-acridien aussi, il y avait la fameuse opération de 88 qui était Oui. beaucoup plus vaste. Voilà. La Février lutte contre 88. l'invasion des criquets. hein. L'invasion des criquets, à l'époque, si vous vous rappelez, c'est Hamid, je ne sais Oui, pas, c'est- il y avait le premier S1 qu'on avait reçu du côté de Béchar, faisait 15 km. Oui. On a fermé l'aéroport. C'était l'une des plus grandes menaces. Le plus Voilà, grande le menace. transport aérien avait été suspendu. Voilà, on a fermé l'aéroport de Béchar parce que c'était un danger pour la circulation aérienne. Bien sûr. Donc, et là, bien sûr, l'aérien, très vite, et ça c'était grâce à Air Algérie, parce que Air Algérie a mis ses moyens, les 15 avions, plus on a affrété des avions immédiatement en Espagne. Plus, bien sûr, la lutte sur le sol. Hein, Plus bien la sûr. lutte sur le Bien sol. sûr, parce qu'il y a des ingénieurs, Il il y y a avait- donc il y a- des techniciens qui sont Bon, là pour la c'est de surveillance l'INPV et la qui lutte. sont- contre L'INPV, tout le monde était au sein de l'INPV, y compris, nous à l'époque, moi je venais d'arriver à Algérie pour créer la deuxième entreprise. On me dit non, vous êtes mobilisés pour cette opération. Oui. Ok. Donc il y avait l'INPV, c'est vrai, a fait un travail d'organisation extrêmement remarquable.
D'ailleurs, c'est à Beaulieu, on se réunissait et on terminait vers minuit en envoyant le communiqué à toutes Parce les qu'il faut instances du gouvernement. maîtriser. Chaque opération doit être maîtrisée. Voilà. Quand c'est une lutte, bien sûr, acridienne, il faut connaître bien sûr son ennemi. Hein. C'est les criquets. Il faut pouvoir les maîtriser, savoir à quel moment se fait le déplacement, etc. Le criquet, il faut l'attaquer avant qu'il recharge ses batteries par le soleil. Oui. Donc, c'est vers 6 heures du matin. Il faut passer par ce genre d'avion qui passe à peu près à 5 mètres du sol. Et à ce moment-là, faire cet épandage. Voilà, mais il y a aussi la chenille processionnaire. Maintenant, on traite la chenille par des moyens au sol, mais comment vous allez avoir accès à des massifs montagneux, etc. Donc, depuis, on a arrêté tout ça. Pourquoi ? Ça coûte peut-être. On a l'impression que ça coûte l'aérien, mais en fait, ça ne coûte pas par rapport, si on compare le coût de l'aérien par rapport à ce qu'on paye, c'est-à-dire les dégâts qui sont causés. Aujourd'hui, bon... Et surtout l'accessibilité, parce que c'est vrai que ce sont des régions montagneuses, des régions difficiles d'accès, Voilà. donc très très difficiles. Donc l'aérien, c'est la seule solution. L'aérien vous donne d'abord une observation, parce que vous observez quand même quand vous êtes dans l'avion, vous observez sur une portion très large du territoire. Et ensuite, la rapidité d'intervention. Ça, vous intervenez très rapidement. Bien sûr, il faut avoir une logistique au sol, il faut pouvoir recharger un peu tous ces réservoirs très rapidement, etc., etc. Alors, on passe de zéro, on ne fait rien, ou bien il y a des gens qui vous disent et qui ne connaissent rien à l'aérien, c'est ça. Maintenant, il faut que dans notre pays, On forme. chacun puisse faire son métier. Comme on dit, vous savez, le proverbe de l'adage populaire, hein, chacun fait son métier, les vases seront bien gardés. Il faut revenir à ça. L'aérien est un moyen très efficace d'intervention, à condition qu'il soit à l'intérieur d'un organisme, d'une coordination générale, cette coordination générale est prise par les forêts ou par l'INPV selon le cas. Le besoin. Et là, on s'intègre là-dedans. Et là, peut-être que ça donnerait aussi du travail à beaucoup donc, de personnes qui aiment l'aéronautique, notamment, par exemple. Vous savez, peut-être Hamid voulait dire quelque chose. Oui. Non, il n'y a pas de souci. Allez-y. Oui, C'est bon. notre invité. L'Algérie est un pays excellemment aéronautique. À l'époque, je m'occupais des aéroclubs, j'avais la tutelle des aéroclubs. Il y en avait combien, M. Belaïli? Hein? Il y avait combien d'aéroclubs dans la On période était, faste? quand on avait, au début c'est la fédération, et après on a pris au niveau du ministère, la fédération on a arrêté, après au niveau du ministère on a repris, et on avait 8 aéroclubs, et on est arrivé à 15 aéroclubs. sur le territoire national. Ouais. Et je vous assure, Il n'y en a qu'un seul actuellement. maintenant qu'est-ce qu'il y a un petit truc à Budjaya, et encore ils font du parapente, je ne sais pas quoi, Il y avait à Betna. Non, maintenant c'est l'école. L'école, oui. C'est l'école de pilotage. Mais je vous assure qu'à l'époque, on se réunissait tous les mois et demi, on faisait un regroupement de tous les aéroclubs, chacun venait faire son... et il y avait un engouement sous ces jeunes-là qui ont fait des baptêmes de l'air, et les gens venaient même dans ces coins reculés, les gens venaient, hein, le peuple venait, et puis on disait, bon, votre gamin il a 12 ans, on va lui faire un baptême de l'air, etc. Et ça faisait toute une ambiance. Oui. Il n'y avait pas que les avions, il y avait l'aéromodélisme. Et tout ça, pourquoi ? L'aéromodélisme, c'est les petits avions. C'est les petits avions, c'est-à-dire on fait des ART. Voilà. Et les gens apprennent très des. On met un petit. Bon, si on a un peu d'argent, on met un petit moteur avec tes Osmo télécommande. C'est pour les passionnés, ça, beaucoup plus. Ça faisait naître des vocations aussi. J'imagine qu'il y a des gens qui ont commencé par les aéroclubs et qui ont fini technicien, ingénieur ou pilote. Beaucoup. Voilà. Il y avait un lien, si vous voulez, avec la profession, hein, donc qui était très fort. Et les aéroclubs, on les utilisait aussi pour la présélection des pilotes. Voilà. En disant, bon, on a telle population de pilotes, on veut envoyer en stage. Mais avant, on leur faisait une présélection, voir si effectivement, physiquement, etc., il était apte aussi. Et donc, on envoyait tous les aéroclubs avec des instructeurs qui donnaient leur avis sur la présélection. On faisait en général, ils se regroupaient ça à Gardaï, ils faisaient ça à Gardaï. Alors aujourd'hui, on est en train de faire le bilan des derniers feux de forêt qui ont ravagé plusieurs régions d'Algérie. Le bilan sera très lourd. Est-ce que vous n'avez pas quelque part, on n'a pas su investir ou continuer l'investissement qui se faisait au début des années 90 ou 80, gestion 90. Aujourd'hui, on a payé le prix fort parce qu'on n'a pas
fait appel aux, j'allais dire, aux moyens aériens pour la surveillance et l'extinction des feux de forêt. On n'a pas fait appel aux moyens aériens, les moyens aériens n'existent plus. Parce qu'Air Algérie, à un certain moment... Aujourd'hui, il y a une société nationale. Vous représentez cette société nationale. Non, moi, c'est une société privée. Privée, oui, oui. Aujourd'hui, donc Oui, j'étais dans le... C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Voilà, société privée on ne qui parle aussi. plus d'entreprise privée Ou ou nationale. d'entreprise publique, c'est une entreprise algérienne. C'est une entreprise de droit algérien. Le droit algérien. Voilà. Donc là, on est dans le pétrole, bien sûr, on s'est rapproché. Déjà, il y a 4-5 ans, on voulait se rapprocher des forêts, ils ont dit non, on va voir, on a ceci. Et on s'est rapproché récemment, on a été reçu au niveau de la Direction Générale des Forêts, qui était très petit. Bon, ils ont des problèmes de budget, mais le budget, il faut avoir de manière exceptionnelle un budget. Et quand on voit le coût et les dégâts causés sur les forêts, on ne peut pas se permettre encore de dire voilà, procédure administrative, j'ai le budget. Les procédures administratives, elles existent, mais il y a des procédures exceptionnelles. Oui. Quand il y a eu le criquet qui est arrivé en 88, à ce moment-là, je vous assure... il fallait réagir très vite. Les gens ont réagi très vite. Moi, je me rappelle, c'était au ministère de Transport, je suis allé pour créer une deuxième entreprise. Je suis pas on m'a dit, écoutez, le ministre de l'époque, le ministre de l'époque qui était monsieur le général, monsieur Ben Yilles, là, il m'avait dit, écoutez, vous prenez ou je vous fais une réquisition. C'est comme ça. Et on est allé. Ouais, Et la bataille contre le criquet pèlerin a été gagnée cette année-là. Et c'était une grande menace. Oui. Je me rappelle, quelques temps après, il m'avait rappelé, il m'a dit, regarde le monde, qui dit l'Algérie est partie un peu en retard, mais il y a un dispositif beaucoup plus efficace. Parce qu'il y avait quand même une fierté. Bien sûr. Maintenant, les choses ont évolué, il y a le secteur Est-ce qu'on privé. peut reconstituer tout cela par des moyens nationaux, qu'ils soient étatiques ou privés, M. Belaïli? Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait s'inscrire dans les aéroclubs? Est-ce qu'on pourrait relancer le travail aérien avec des compagnies nationales, étatiques ou privées? Les aéroclubs, c'est des associations. Oui. Bon, il faudrait que le système associatif revienne avec des gens qui soient... Mais c'est le vivier du monde Oui. aéronautique. Il faudrait que l'on revienne aux aéroclubs. Effectivement, dans chaque... bien sûr, il y a des problèmes sécuritaires depuis. Et quand on parle de ça, il y a eu cette coupure de la décennie noire qui a cassé beaucoup de choses. Après, la reprise a été difficile. Mais depuis 2000, disons, on est en convalescence. Il faudrait que la convalescence termine et qu'on arrive à avoir... qu'on soit en maturité maintenant. Donc, je dis, moi j'y crois beaucoup. Parce que ça fait notre dévocation, ça occupe aussi, ça crée des emplois, ça occupe. On peut l'utiliser aussi pour les feux de forêt, etc. Oui. Donc il faut revenir. Pas que, avec Hamid tout à l'heure, on discutait justement de toutes les actions que vous menez sur le terrain, même avec les entreprises d'électricité, Sonelgaz, etc. Il y a le lavage de lignes de haute tension, Oui, ça c'est il y a la surveillance il y a les aérienne. lavages de lignes haute tension. Il faudrait maintenant que on ne fasse pas un pas en avion, un pas en arrière. Il faudrait, maintenant, la loi sur l'aviation existe, il y a des sociétés privées qui peuvent se créer, des compagnies. Il faudrait maintenant qu'on redéfinisse le schéma de transport aérien. Air Algérie a une vocation, c'est la vocation internationale, c'est être beaucoup plus forte pour entrer dans les regroupements, si vous voulez, internationaux, etc. Et c'est beaucoup de rigueur, justement, à ce niveau-là. Il faut beaucoup de rigueur, il faut que vous soyez audité, il faut qu'au niveau de l'aviation civile, il y a eu quand même un texte récent créant une agence de l'aviation civile, ce que tous les professionnels attendaient depuis des années, parce que aujourd'hui, nous sommes très mal classés sur le plan de l'organisation de l'aviation civile. Et nous, ça nous chatouille quelque part. C'est pourquoi je disais la rigueur doit être là. Nous avons reçu donc des audits au niveau de l'aviation. Il faudrait que cette agence, qui ait les moyens, maintenant, avec des gens il faut qu'il y ait un mélange de théoriciens et de gens qui soient compétents sur le plan pratique, qui ont une grande expérience sur le plan pratique, pour faire cette agence-là. Il faut qu'elle soit efficace et tout le monde attend. Tous les autres pays, il n'est pas acceptable que le Tchad, le Niger et l'agence, et qu'ils ont amélioré l'organisation au niveau de l'aviation civile, et pas l'Algérie, qui, à l'époque, était à la tête. Voilà. Eh ben, j'espère, en tout cas, avec ce renouveau, avec des sociétés telles que la vôtre, avec tous les efforts que vous menez sur le terrain, parce qu'on voit la demande est là, la demande est forte. L'exemple, bien sûr, des récents feux de forêt, ça a été aussi l'occasion de mettre la main dans la main et unir ses forces, que ce soit la protection civile qui a énormément donné sur le terrain, qui a beaucoup travaillé. Il faut leur rendre hommage, d'ailleurs, aujourd'hui. Oui, en fait, c'est un travail complémentaire. Il y a les forces aériennes qui ont un travail de sécurité
sécurité de police aérienne à assurer. Il y a une compagnie nationale qui est Air Algérie qui fait du transport aérien, on l'a vu, qui a été ramené en Chine, qui a été ramené rapatrié des Algériens et tout. Oui. Mais il faut aussi l'Algérie, c'est le pays le plus vaste d'Afrique. Oui. Vous savez, quand il faut faire de l'épandage aérien du côté de Borj Badji Mukhtar ou de N'Gezem, il faut des moyens et les moyens étatiques à eux seuls ne peuvent pas. D'un autre côté, il faut qu'il y ait beaucoup d'opérateurs. On parle du vivier, du creuset qui sont constitués par les aéroclubs pour donner la main-d'œuvre qualifiée, mais il faudrait aussi des compagnies aériennes spécialisées dans ce qu'on appelle le travail aérien, l'épandage, la démoustication, parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'impact des feux de forêt, par exemple, et c'est énorme. C'est énorme. Oui. Des feux de forêt, parce que quand il y a rupture des lignes de haute tension qui passent par un massif forestier, c'est toute une région qui est à l'arrêt. Et une région qui est à l'arrêt, ce sont des pertes économiques. Des difficultés, etc. au quotidien, dans la vie quotidienne. Et donc, c'est l'apport de tous pour aller de l'avant. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faut un renouveau du travail aérien, n'est-ce pas, M. Belaïli? Oui. C'est-à-dire il faut un renouveau, il faut donner une relance du travail aérien selon l'organisation, bien sûr. On va introduire la commercialité et la concurrence, etc. Bien sûr. Là aussi, il faut le Vous savez comment on l'a fait, le meilleur exemple, c'était la téléphonie mobile. Une puce c'était à 2-3 fois le SMIC. À un moment donné, aujourd'hui, on l'offre parce qu'on a fait valoir la concurrence. Il faudrait que dans le secteur du travail aérien, enfin de l'aérien en général, que l'on puisse introduire la concurrence avec, en amont bien entendu, une autorité de régulation qui puisse mettre tout le monde sur le plan technique et administratif sur la même longueur d'onde. Vous avez parlé tout à l'heure de la chenille processionnaire du pin. Donc, c'est vrai que c'est un insecte ravageur qui cause énormément de dégâts sur nos parcelles forestières. Donc, et ça, il n'y a que l'aérien qui peut en arriver à bout. L'aérien peut faire un balayage très rapide. Il peut voir surtout la dégradation. On peut voir et puis, on dit, voilà, telle portion, selon telle période de l'année, parce qu'il y a quand même une période où il est en croissance, où la mutation, avant la mutation, etc. Ce qu'on appelle la dynamique des populations. Voilà. Et là, l'aérien intervient beaucoup plus efficacement que le terrestre. Quand vous avez sur le dos un truc, vous allez arroser, c'est très pénible et ça permet de traiter combien d'hectares. Ça aussi, on essaie de persuader nos amis et nos collègues des forêts qu'il faut qu'ils trouvent les fonds. Quand on veut, à situation exceptionnelle, moyen exceptionnel. Il faut vraiment trouver des fonds, pas dire c'est vrai qu'il y a des procédures, il y a la loi de finances, nous sommes aujourd'hui dans l'austérité, mais si on n'a plus de forêt, quelle est la signification de l'austérité? On dit bien que gouverner, c'est prévoir, et au jour d'aujourd'hui, il y a la relance, il y a un organisme dédié à la relance du barrage vert, et je pense qu'il faudrait intégrer la surveillance et le traitement avec des moyens aériens. Et demain, nous allons justement parler de cela, de cette ceinture verte, et bien entendu de l'importance donc de la surveillance de nos parcelles, et ramener donc avoir un invité donc de la Direction Générale des Forêts sur notre plateau pour parler bien sûr de ces récents feux de forêt également. Merci. Merci Hamid. à vous. Merci à vous, merci pour toute l'équipe, merci madame. C'est gentil. Merci Hamid aussi. Bon courage à votre société. J'espère qu'on aura l'occasion de vous suivre peut-être. Inch'Allah, avec grand plaisir. Voir comment vous travaillez réellement sur le terrain avec toutes vos équipes. Hamid, à la semaine prochaine. Mercredi, pour un autre voyage dans le domaine donc, de l'environnement. Toujours. Voilà, toujours. Vert et mûr. Tout à fait. Eh bien, on continue notre programme, on vient tout juste de commencer. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage signé Maya Amrani qui nous fait découvrir donc cette journée où il y a eu donc une exposition de plusieurs artisans. C'était à l'occasion donc de la journée de l'artisan. C'était à l'hôtel Mazafran. Regardez, on se retrouve juste après. À l'occasion de la Journée nationale de l'artisan, l'ACNAM organise une exposition réunissant plus de 35 exposants à l'hôtel Mazafran Zeralda. Un rendez-vous exceptionnel d'artistes et d'artisans talentueux faisant partie intégrante de la scène culturelle et du patrimoine de notre pays. Alors, nous avons une collection assez spéciale. En fait, c'est des collections de Khamsat Pop. Nous faisons participer nos fans sur les réseaux sociaux pour trouver un nom pour chaque tableau. Par exemple, je vous présente ici la Khamsa Zouina, la Khamsa Frida, la Khamsa Kahina et la Khamsa Pop and Rock. Conception, création et fabrication, un concept qui réunit trois frères pour un seul objectif,
l'excellence et la satisfaction de la clientèle algérienne. On fabrique nous-mêmes des sacs. Il y a plusieurs modèles, plusieurs motifs. On est des trois frères. On fabrique nous-mêmes ici tous les modèles. Par exemple, on a utilisé du fouta pour ce modèle. Et on a ajouté des accessoires, nos différents modèles de sacs. Par exemple, on a des modèles comme sac. C'est en cuir et on transformé en croco. Ça, c'est du cuir. Ça, c'est de sky. Ça, c'est de cuir. Ça, c'est le tissu berbère. On fabrique nos modèles à les demandes des clients, des demandes des femmes. Venu de Hardeya, Ben Slimane présente des tapis tissés main grâce à un doigté et un raffinement bien féminin. L'artiste est en général en symbiose avec son environnement. Tarek Boulifa possède un design et un savoir-faire dans la déco contemporaine à partir du hambel, couverture tissée main. Miniaturisé, le costume traditionnel algérien domine par son élégance, œuvre de Oudina Fatema qui possède un sens créatif et conservateur de notre patrimoine. Donc ma spécialité, comme je vous ai déjà dit, que c'est le sans gluten. Actuellement, j'ai rajouté même une autre spécialité, ce qui concerne le lactose. On travaille aussi avec un sucre qui est 0 calories, spécialement pour les diabétiques. Donc j'ai commencé par ma première matière, ce qui concerne les farines. Donc au début, je faisais ma propre farine, mais actuellement j'utilise ce qui est dispo au niveau du marché. Donc généralement, je travaille avec une farine, par exemple de lentilles, farine de millet, farine de popcorn, fécule de pommes de terre par exemple, et le maïs et le millet aussi. Nous proposons des beurres de fruits à coque ou d'oléagineux en nous parlant de beurre de cacahuètes, d'amandes, de noix, de noisettes, de pistaches et de noix de cajou. C'est un produit 100% naturel, sans conservateur ni additifs, ni sucre raffiné. Mais nous avons aussi une gamme sucrée au miel d'agrumes. Donc je vous présente nos huiles naturelles. C'est de l'huile de la région d'Akbou, plus précisément d'Amalou. Donc c'est tout le processus est traditionnel, que ce soit la cueillette, absolument tout est fait main. Non, c'est un projet familial. Donc les terres où se situent les oliviers, c'est des terres de famille depuis des générations. Architecte et artiste, Ousliya Raja concrétise ses deux passions par un savoir-faire et une certaine expérience. Je travaille sur des toiles, donc tout ce qui est art classique, on va dire, le plastique, donc carton, toile, etc. Et je travaille aussi sur des sacs, donc des sacs en cuir, parce que je suis spécialisée dans le dessin sur cuir. Donc mes collections sont inspirées de notre patrimoine architectural spécialement. Par exemple, on a ce sac-là qui représente la Casbah, on a ces sacs-là qui sont inspirés de la mosaïque de la Casbah. En fait, j'ai essayé de retravailler la mosaïque de la Casbah, de la réinterpréter à ma manière, à moi. Dans ces expositions, des retrouvailles entre artisans, des échanges et des liens qui se créent dans une ambiance chaleureuse et amicale. Une belle exposition. On rend hommage d'ailleurs à tous les artisans algériens qui font un travail extraordinaire. C'est vrai qu'en ce moment, ils ne peuvent pas être trop visibles. Il n'y a pas trop d'expositions, de rassemblements, en tout cas pour essayer d'endiguer la pandémie. Eh bien, nous a rejoint Nassiba pour nous parler donc de ces artisans, mais pas que, mais surtout parler d'un artiste qu'on aime beaucoup. C'est Mustafa Adden. Bonjour Nassiba. Bonjour Amel, bonjour à vous tous. Comment ça va? Très bien, je vous remercie. Très bien. On a pu voir le travail de certains artisans que vous connaissez, notamment Nadia Chirac. Oui, Nadia qui est Chirac, une artiste peintre qui vit et travaille à Tizi Ouzou.
J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de visiter sa galerie qui fait aussi office d'atelier. Elle a toujours travaillé sur différents supports. Elle a commencé par le verre et ensuite elle s'est lancée sur d'autres supports. Et c'est une artiste qui travaille énormément, qui est très prolifique, qui expose, on la voit un peu partout, qui adore ce qu'elle fait. Elle est économiste de formation et de profession. On la salue ce matin si elle adore regarde. les artistes, elle aussi, elle partage. Elle a eu à partager aussi sa galerie d'art, que de fois elle a invité des artistes à exposer. Et actuellement, elle se consacre pleinement à sa passion. C'est une artiste qui avance, qui explore, qui recherche. Travaille sur le verre. Qui a un bon manager aussi, c'est son mari. Tout à fait. C'est son mari. Donc elle se consacre à sa passion, à son travail. C'est son mari qui joue le rôle de manager artistique. Elle a fait donc de il très programme jolis coffrets. ses expositions, qu'elle a eu à exposer à plusieurs reprises, même à l'étranger, que de fois elle a fait. Elle a représenté l'Algérie à travers son art dans différentes manifestations à l'échelle internationale. C'est très flamboyant, on a pu voir absolument le les couleurs. reportage. Et puis elle est sur le signe, la symbolique du signe. Et elle travaille. Ah oui. Chacune de ses œuvres d'art est accompagnée par une petite fiche signalétique où elle explique toute la symbolique de son travail, de son art, de ses signes. Exactement. Il y a beaucoup de couleurs. C'est pour ça que j'avais dit flamboyant. Et absolument. Et elle respire aussi elle-même la joie de vivre. On la salue ce matin. Elle nous regarde. Et puis, bien entendu, on espère la recevoir très bientôt sur nos plateaux. Inch'Allah, pourquoi pas, bien sûr. Si alors, une belle rencontre que vous avez faite. Ça faisait longtemps qu'on voulait avoir des nouvelles de Monsieur Hadden. Absolument. Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'aller dans son nouvel atelier qui se trouve à Bousmeri, parce qu'il était installé à Kouba. J'ai eu l'occasion de visiter son atelier dans son ancienne maison. C'est une maison quand il était installé à Kouba, c'est une maison qui date de la période coloniale, même celle-ci à Bousmeri. Il nous disait avec humour, c'est la maison hantée. et puis qui a été occupée, l'atelier a été fréquenté par deux grands artistes, un sculpteur et puis aussi un grand peintre aussi qui a marqué son époque, son temps et son époque. Et là, il voulait s'éloigner un petit peu du brouhaha de la ville, la capitale de la ville. Il n'est pas parti très loin, c'est à Bousmeril, mais n'empêche qu'il n'est pas très loin de la mer, le petit port, c'est une très belle ville, Bousmeril. Donc il voulait un petit peu s'isoler et là... Et ça donnait complètement à sa passion. Absolument, et ça donnait entièrement à sa passion, comme il a toujours fait durant toute sa vie. Ce natif, cet enfant de la Casbah, qui a baigné dans l'art dès sa plus tendre enfance, et qui a un parcours magnifique, un parcours riche, imposant, rythmé par des expositions personnelles, collectives. Il était là à la création de l'UNAC aussi. Absolument, et bien avant l'UNAC, il a obtenu, c'était un militant nationaliste, il a obtenu une bourse d'études en 1960. Il est parti en Allemagne, à Leipzig plus précisément, où il a fait des études artistiques. Et quand il est revenu, il a voulu partager sa passion avec les étudiants algériens et il a rejoint l'école des beaux-arts d'Alger, l'école supérieure des beaux-arts d'Alger qu'on appelait à l'époque école d'architecture, d'aménagement et des beaux-arts d'Alger, où il a formé énormément d'étudiants. Il a partagé sa passion avec ses étudiants, il était professeur, maître assistant et pendant des années, et il s'est illustré par son travail, ses recherches. Il a eu aussi à réaliser, il y a eu beaucoup de réalisations, un peu partout, des réalisations urbaines qui sont visibles. Grandioses, gigantesques, qui représentaient son travail, notamment à l'aéroport de Ouari Boumediene à l'époque. Absolument, il y avait une très grande fresque. Il y a eu aussi la grande fresque de Tafora, la rampe Tafora et d'autres réalisations. Il a aussi intervenu sur de nombreux sites et monuments historiques aussi. Il a eu à restaurer... un travail énorme parce que c'est vraiment manuel. Il faut avoir la force bien en main. Et puis, il s'est illustré aussi par ce travail sur le cuivre, les émaux sur le cuivre. Les émaux, c'est son dada, les émaux sur le cuivre, mais il faut beaucoup de patience, il y a de la précision. C'est un travail, c'est l'art du feu. Donc, c'est un travail rare et unique, aussi rare qu'unique. En tout cas, il nous a fait l'amitié pour en revenir à son atelier de Bousmeri. Ça a été une belle rencontre, de belles retrouvailles. De belles retrouvailles. Et puis, comme vous le connaissez si bien,
bien Aden, qu'on a eu l'occasion de recevoir à plusieurs Oui, sur reprises. notre Il est plateau. très chaleureux, Oui. très convivial, Oui. et il a toujours, il a toujours des petites anecdotes à raconter. Toujours. Il a beaucoup d'humour. Puis, du haut de ses 85 ans, et la Hibere qu'il travaille. Bon, il était un peu fatigué ces derniers temps. Malgré ça, il a quand même accepté qu'on... Dans ces conditions difficiles, Et dans ces en ce moment. conditions, franchement, chapeau. Il a accepté qu'on puisse venir faire un petit tournage. Alors, il a un atelier magnifique, vraiment magnifique. On va le voir d'ailleurs. Ah, on le voit tout de suite? Oui, on va le D'accord, voir tout de ok, suite à travers ok. donc, ce reportage. On suit le guide, bien sûr, c'est Voilà, Nassiba à la rencontre de Mustafa Aden qu'on suit tout de suite. À Bousmaïl, dans son nouvel atelier, Mustafa Aden nous reçoit en toute amitié. Même si son état de santé ne lui permet pas de travailler ces jours-ci à plein temps, il ne peut s'empêcher de toucher aux émaux. Un geste sûr et précis, un mélange de couleurs sur une plaque de cuivre. Dans cette atmosphère ambiante, ce plasticien au parcours artistique riche et imposant explore dans un monde bien à lui. Humaniste, esprit universel, ce natif de la Casbah continue, du haut de ses 85 ans, à vivre sa passion. Beaucoup de gens ne savent pas exactement ce que sont les émous, sauf dans une région qu'on a en Algérie, c'est la Kabylie. Pour le cuivre, vous voyez, les plaques sont assez grandes et le four pèse 1 tonne. Donc quand le four, j'ouvre le four, il y a 1000 degrés qui vous regardent. Je l'appelle le dragon. Simplement pour contrôler tous les émous. À la fois sculpteur, céramiste, designer et architecte d'intérieur, ses œuvres n'ont pas fini de nous surprendre. Dans l'atmosphère ambiante de cet atelier, des œuvres qui révèlent et interpellent. Des œuvres sorties du four à émaux, dont lui seul a le secret. Dans cet art du feu, qui passe par des étapes de travail et une haute maîtrise technique, il y a toute une gestuelle et une symbolique en action. Des années de travail, aussi enrichissantes les unes que les autres, dans cette belle aventure artistique. Chacune de ces créations demeure le témoin de son temps et de son amour pour un art en perpétuel renouvellement. Moi, je ne découpe pas le travail. Je suis obligé d'aller vite. Parce que quand vous avez une plaque comme celle-là qui fait presque 900, après, elle arrive là-bas à 600 degrés, donc vous n'avez pas le droit, quand elle est là, déjà, elle est à 400. C'est pour ça que c'est très difficile de travailler les plaques comme ça, aussi grandes. Parce qu'elles risquent de s'abîmer. Et la preuve, vous avez ici des plaques, quand elles s'abîment, c'est noir. Donc c'est très difficile à manier les émaux. Quand je montre là comme ça, par exemple, je montre le profil. C'est pour montrer l'épaisseur et pour montrer aussi le cuivre. Ça, c'est très important. Donc, la plaque comme ça, que vous voyez, elle fait 50 par 40. C'est les plus grandes plaques, même au monde. Vous m'avez dit c'est la Kabylie. C'est toute la Kabylie que vous avez là. Les joies. Au cours de notre visite, que de souvenirs évoqués et que d'anecdotes racontées. En fait, chacune de ces œuvres d'art raconte sa petite histoire. Des œuvres d'art qui traduisent ses émotions d'artiste. Un artiste au parcours rythmé par de nombreuses réalisations et restaurations de sites historiques, ainsi que des expositions tant en Algérie qu'à l'étranger. Ici et là, dans son atelier de travail, des œuvres anciennes et nouvelles. Et c'est avec un réel plaisir qu'il nous invite à regarder. En dehors de l'émail, Aden travaille sur d'autres supports et utilise d'autres matériaux. Vous savez, c'est une technique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est la cire. Donc quand vous avez de la cire, il s'agit évidemment de savoir dessiner, parce qu'on ne peut pas quand même faire n'importe comment. Hein. Donc la cire est vraiment quelque chose de bien, parce qu'elle donne des couleurs que vous pouvez également, disons, quand vous striez la cire, ça vous donne une matière
assez forte. Son atelier, une véritable caverne d'Ali Baba, où il faut passer plusieurs fois pour pouvoir tout découvrir et faire découvrir. Ça, c'est la clé de la ville d'Alger, Medinat El Jazair. C'est écrit en koufi, là. Avant 1830, il y avait des clés de la ville d'Alger. Ben, vous savez ce que c'est que la clé d'Alger? La ville, c'est qui dit, quand tu arrives à un souverain, ou à l'époque, on lui donnait la clé, comme si c'était à lui, la clé. C'est une forme une symbolique. Et après 62, jusqu'en les années 70-80, on m'a demandé de créer la clé de la ville d'Alger exactement comme l'autre. De son atelier à son jardin, où il prend le temps de se reposer en compagnie de son épouse. Une manière aussi de se ressourcer et continuer à créer avec un égal bonheur. Des décennies de travail où Mostafa Adden a toujours donné le meilleur de lui-même. Ce plasticien a bel et bien marqué de son empreinte l'art moderne algérien. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure, peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est l'IMA à faire. Voilà, et Coral Peinture, notre sponsor officiel du Bonjour d'Algérie, vous accompagne tout au long de cette émission. On a pu voir un très beau reportage donc, de Nassiba Djaidir sur le travail, l'atelier de Mostafa Adden. C'est vraiment un excellent travail qui met en valeur tout ce travail de l'artiste. Hein. Tout à fait, Amel. Il y a tellement de choses aussi à filmer. Je l'ai dit dans le reportage, c'est vraiment la caverne d'Ali Baba. Il nous faudrait 2 séances ou 3 séances de tournage pour tout filmer parce qu'on est capté et interpellé par tout ce qu'on voit dans son atelier. Et puis là, on l'a vu, il nous a fait une petite simulation, malgré son petit souci de santé, mais on a pu le voir travailler ses émaux. Et c'est, comme je l'ai dit, physique, c'est vraiment physique. Absolument. Il faut se mettre face au feu, il faut aussi travailler le cuivre, découper les... Voilà, il est fait cuire à une haute température. Hein, et puis il faut vraiment... Les plaques, elles pèsent quand même assez lourd. Il faut donc vraiment avoir la force bien en main. Hein. Voilà. Il adore son travail. Et puis les fameuses clés qui nous a donc fait découvrir. Vous avez pu voir les clés. Il a fait donc on lui a demandé de réaliser les clés d'Alger. Il a eu aussi à réaliser pas mal de médailles, surtout dans les années 60-70. Et il était tout fier de nous les exhiber. Il a une très très belle collection. On a pu voir aussi ses dernières créations, puisque je l'ai dit, tout en couleur. Absolument, il est designer, architecte, sculpteur, peintre, même caricaturiste. Hein. Peut-être qu'on aura l'occasion de le découvrir sous la casquette de caricaturiste la prochaine fois, parce qu'il a eu à exposer ses caricatures une fois il nous les avait à la galerie Mohamed Al-Hassim, si mes souvenirs sont bons. Mais en tout cas, c'est un artiste accompli et puis d'une modestie, d'une humilité extraordinaire. Voilà. Vraiment très, il était content d'avoir une équipe. Il était très, très content, était heureux, très content. On a partagé des moments magnifiques. D'ailleurs, j'en parle, vous avez pu le constater avec beaucoup d'enthousiasme. Mais ça a été une très, très, très belle rencontre avec Mostafa Adden, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à plusieurs reprises, couvrir de ces expositions. L'avant-dernière, ou la toute dernière, c'était à la Galerie Bouffée d'Art. Il avait exposé. Et puis, il nous habituait à faire des petits calendriers aussi. Absolument. D'ailleurs, on n'a pas pu les filmer, mais peut-être ça fera l'objet d'un autre reportage. Hein, pourquoi pas. Chaque année, il réalise des calendriers comme ça. C'est une satisfaction personnelle, non pas pour les commercialiser, pas du tout. Pour les amis. Il édite une centaine et il les offre pratiquement pendant une vingtaine d'années ou plus. Chaque année, il rassemble ses travaux et il en fait des calendriers. On a vu pas mal qui étaient dans son atelier
Tout à fait. Peut-être qu'on réalisera un reportage par rapport à ça. Et pourquoi pas une exposition peut-être pour montrer toutes ces œuvres. Peut-être une rétrospective, Inch'Allah, quand tout ira bien, de la pandémie, peut-être une exposition rétrospective de son travail d'artiste. C'est un artiste aussi qui a marqué son temps, son époque. Il a fait partie du groupe Auchem. Les années 60, 70, ça bouillonnait sur le plan culturel. Donc il fallait s'identifier, il fallait qu'il y ait une identité, une authenticité. Il a fait partie, lui et d'autres artistes, pour ne citer que Zerarti, Baya et d'autres artistes du groupe Auchem, absolument. Et il a aussi été président de l'Union nationale des arts plastiques, la période post-indépendante. Et les artistes étaient tout fiers d'exposer. Ses premières expositions, c'était dans les années 60, juste après l'indépendance, à son retour d'Allemagne. C'était au niveau de la galerie Mohamed Rassim. Très bien. Que dire de plus On lui souhaite en tout cas une très bonne santé. Il faudrait toute une émission qui devrait lui être consacrée pour pouvoir parler de tout son parcours qui est tellement riche et diversifié. Très bien. On le salue. J'espère qu'il a pu suivre cette rubrique ce matin. On le salue. On salue son épouse aussi, qui l'accompagne, qui l'encourage aussi. Et qui s'est mise aussi à la peinture. Et qui s'est mise aussi. On la salue ce matin. Voilà. Merci beaucoup Nessiba. À la semaine prochaine. Merci pour ce beau portrait. Et puis on continue. Je vous invite à voir ce spot, toujours encore et encore, parler donc de la prévention et surtout faites attention à ces gestes barrières. Donc c'est important de pouvoir se prémunir à travers donc ces images qu'on diffuse assez régulièrement à travers la télévision algérienne. Regardez. Retour sur le plateau, ça donne en tout cas une petite pointe d'humour pour les enfants surtout, mais en tout cas qui donne des conseils importants pour comment savoir se protéger. Voici les gestes qu'il faut adopter au quotidien. Nous allons continuer à en parler avec notre invité, Monsieur Nourdine Smail. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue parmi nous. Vous êtes épidémiologiste. On vous a reçu au tout début donc de cette pandémie, cette épidémie qui a traversé et on ne pensait pas un jour dire pandémie. Et on y est arrivé, malheureusement. Alors, c'est vrai que ça a pris beaucoup d'ampleur à travers le monde. Il y a des cas énormes, il y a beaucoup donc, de décès, malheureusement. Il y a des personnes aussi contaminées qui, heureusement, alhamdoulilah, s'en sortent. Vous êtes là pour nous donner donc, des chiffres, pour nous donner aussi l'état des lieux aujourd'hui dans ce domaine-là. Aujourd'hui, l'état des lieux, d'abord en Algérie, vous avez tous remarqué ces derniers temps à travers les chiffres que nous donne le docteur Fourard du ministère de la Santé, qu'il y a une nette ascension qui est de plus en plus importante. À noter le chiffre record d'hier sur le nombre de cas qu'il y a eu, plus de 700. Donc en fait, tout ceci montre qu'il y a une certaine reprise du Covid, de la pandémie, une certaine nouvelle expansion de la pandémie, qu'il faudrait bien sûr tous ensemble arrêter tout de suite. Exactement. La première question que je vous ai posée, c'était avez-vous eu le Covid, vous, personnellement, parce que vous êtes les premiers, vous êtes le personnel médical très exposé à ce virus, et pourtant,
Vous m'avez dit, je me protège. Oui, on se protège tous, on se protège. De part aussi, même personnellement, mon activité, je suis beaucoup moins exposé que beaucoup de mes confrères qui sont en pleine réanimation devant, qui sont en train de s'occuper. Vraiment, ils sont en face des malades tout le temps, toute la journée. Donc, les cas sont probablement plus nombreux chez eux. Et avec la fatigue aidante, depuis quelques temps, nous remarquons que les cas aussi ont augmenté parmi le personnel médical. Il y a un certain relâchement. Il y a une certaine fatigue, il y a un certain relâchement qui fait que peut-être il y a des défauts de précaution à un moment donné au cours de la fatigue de la journée. Et là, bien sûr, ça m'amène directement à demander à ce que toute la population prenne en considération ça aussi, la fatigue des équipes médicales, des équipes hospitalières de santé. Ça fait tellement longtemps qu'ils se battent contre cette pandémie. Et la meilleure façon de les aider, c'est de porter le masque, de se laver les mains, de faire de la distanciation, afin de ralentir la transmission dans la population, à faire moins de malades et afin de désengorger les hôpitaux et afin que notre population de santé puisse se reposer un peu. Voilà les attendus un peu de tout le monde. Et aujourd'hui, votre personnel médical travaille quotidiennement sur, bien sûr, les cas les plus urgents, bien entendu, mais en laboratoire aussi. Vous continuez vos recherches, vous ne vous êtes pas arrêté, vous travaillez au même plan que les chercheurs du monde entier. Bien sûr, à tous les niveaux, tous les niveaux de nos institutions de santé, qu'elles soient celles de recherche ou bien celles qui sont sur le terrain, qui sont en face des malades. Il y a une grande activité qui est en train d'être menée. Il y a le comité scientifique de suivi aussi qui développe une grande activité, un grand suivi au niveau du territoire national où il est ce protocole de soins qui a été mis en place aussi. Plein de protocoles de soins, plein de déplacements. Avec monsieur le ministre, on a été sur le terrain partout en Algérie, donc une grande activité afin de nous permettre, Inch'Allah, de maîtriser la situation. Et pour l'instant, je pense, malgré l'ascension, je dirais personnellement que ça reste maîtrisable, à condition que justement... Nous l'avions maîtrisé, justement, par rapport à ce qui était attendu. Au niveau mondial, on avait vu donc des chiffres effarants. On s'attendait à ce que, justement, le pays nord-africain et l'Afrique en général soient touchés plus fortement. Et finalement, ça n'a pas été le cas. Alhamdoulilah, ça n'a pas été... L'Algérie a été même un exemple dans la façon de maîtriser par rapport à l'OMS. Comment explique-t-on cela aujourd'hui? Avec le recul, peut-être? Oui, avec le recul. Je pense que c'est aussi... on était en train de parler des équipes médicales et tout, etc., du système de santé, des personnes impliquées dans tout le processus, qui ont donné tout ce qu'ils avaient à donner en matière de mobilisation, d'engagement. Et il y a eu certaines petites, pour être honnête, il y a eu à un moment donné certaines, j'appellerais ça des artefacts, c'est-à-dire certaines petits soucis au niveau de certaines places qui ont manqué au niveau de certains hôpitaux, mais qui ont été vite fait d'être reprises. Elles sont survenues comment? Elles sont survenues au moment où il y a eu beaucoup d'espoir que cela reste assez bas comme évolution, ce qui a fait faire reprendre, bien sûr, les activités. On a remis certains services au niveau des activités habituelles auxquelles ils étaient dédiés, ce qui a fait, en l'espace de quelques jours comme ça, un petit manque de place quand cela a repris. Mais bien vite, avec la concertation de tous les CHU, de tous les hôpitaux, ainsi que du ministère de la Santé, il y a eu rapidement une relibéralisation des services qui ont que ce soit gynécologie qui redevienne gynéco, ou gastro qui redevient gastro, etc. On a repris aussi, on a repris à leur redonner le Covid pour que ça puisse désengorger. C'est le cas maintenant. C'est-à-dire avec cette reprise, il y a de moins en moins de pression sur les hôpitaux parce que nous avons redédié beaucoup de services, notamment à Mustapha, pour prendre en charge le Covid. Aujourd'hui, ce n'est pas que la médecine interne qui traite bien sûr de cette pathologie. Non, ce n'est ni que la médecine interne, les médecins spécialistes se sont reconvertis. Notre ministre l'a bien dit dans une de ses interventions au niveau d'une conférence de presse au niveau du ministère. Il nous a dit que à partir de la date où nous avons vu que cela risquait d'endommager les choses et tout, que ça commençait à monter, il nous a dit à partir d'aujourd'hui, tous les hôpitaux sont Covid,
tous les médecins sont Covid. Oui, tous les médecins doivent se former. Il n'y a plus de spécialité, bien sûr. Oui. Il faudrait que tous en soient engagés pour le Covid, pour le faire reculer. C'est encore une fois ce problème des hôpitaux, de la pression dans les hôpitaux, que ça interpelle aussi, interpelle la population pour le masque, pour le respect des règles de protection et de prévention. Et la disponibilité justement de ces moyens de défense, c'est-à-dire les masques, les combinaisons et tous ces accessoires qui doivent être disponibles pour le personnel médical. Il y a une grande pression sur ça. Et c'est de là que découle l'idée qu'on est en train de se dire, enfin c'est pas l'idée, c'est la logique. Ça veut dire que si on arrivait à faire respecter les luttes, les moyens de lutte barrasse, si on arrivait à se protéger tous par le masque, à respecter la distanciation, le lavage des mains, à ne pas faire des regroupements, à ne pas faire des fêtes familiales, notamment dans les milieux fermés, tout ça va nous permettre de rétablir la situation et de ne pas permettre à la maladie de se propager et de ce fait à ne pas faire aboutir trop de gens à l'hôpital. Et donc c'est la conséquence, vous voyez bien les conséquences de ce relâchement dans les mesures de prévention. Ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas eu de rupture, que beaucoup d'associations, de sociétés ont beaucoup travaillé pour mettre à disposition, que ce soit pour le personnel médical ou que les ménages, donc des masques à disposition de tous. Nous n'avons plus la même, rappelez-vous bien, une cadence infernale. Oui, rappelez-vous bien, au début, on avait une certaine tension sur les masques. Il n'existe plus la tension maintenant sur les masques. D'autant plus que ce ne sont pas uniquement des masques chirurgicaux ou bien des masques liés, par exemple, dédiés aux soins et tout, c'est des masques de tissu. Oui. Qu'on peut se fabriquer soi-même et qui sont lavables. Et le muhim, devant nous, devant notre la bouche et le nez, nous ayons quelque chose qui empêche d'abord le départ du virus. Qui aurait dit qu'un jour les Algériens allaient porter ce masque quotidiennement? C'est vrai qu'au départ, à l'apparition du virus, on avait tous une appréhension de porter ce masque au départ. Effectivement, quand on voyait les Asiatiques le porter quand ils avaient une petite grippe pour protéger les autres et se protéger aussi. Voilà, aujourd'hui, ça devient mondial. Par comparaison, l'intérêt du masque est donné justement par ces sociétés. C'est ça. Ces sociétés orientales, c'est l'extrême oriental, c'est le Japon, la Chine et tout. La Chine, où a commencé la maladie, est actuellement pratiquement indemne du fait qu'elle respecte, la population respecte le port du masque, la distanciation et toutes les règles qui font que... On va voir ensemble justement comment est-ce que notre population algérienne se protège au niveau donc, des magasins et donc des supérettes. Regardez, on se retrouve juste après ce reportage signé Naïma Chkchak. Alors que le coronavirus gagne du terrain, avec encore plus de personnes atteintes ces derniers jours, les commerçants poursuivent leurs activités sans lésiner sur les mesures préventives nécessaires pour éviter la propagation de la Covid-19. Nous, les commerçants, nous prenons nos précautions avec du désinfectant, de l'eau javelisée pour la monnaie. Serveurs et caissiers sont séparés. Nous avons affiché aussi l'interdiction d'entrer sans port du masque. La plupart des citoyens sont vigilants en s'astreignant aux mesures de protection et de prévention, la distanciation notamment. La prévention est importante, il faut se laver les mains, porter la bavette en sortant et à la maison, toute la famille doit le faire. Il faut aussi éviter les rassemblements. Le coronavirus, ce n'est pas un jeu, c'est quelque chose de très dangereux. Le monde entier en pâtit. Nous sommes dans la prévention. Nous désinfectons sans cesse. Tous les commerces mettent du gel désinfectant à l'entrée, tout en limitant l'accès à 2 ou 3 personnes à la fois et en l'interdisant aux personnes de moins de 16 ans. Toutes les mesures sont respectées et nous nous en tenons à Dieu. L'augmentation du nombre de personnes atteintes par la Covid-19 alerte tout un chacun et appelle plus que jamais à l'esprit de responsabilité pour éviter une propagation tant redoutée. L'esprit de responsabilité, c'est vrai que c'est très important. Les gels hydroalcooliques, se laver les mains régulièrement, porter les bavettes et le masque plutôt. Vous me disiez, c'est un bon geste, il faut, même s'ils ne sont pas à 100% efficaces, quelquefois certains masques. Oui, certains masques. Ce qui est certain, c'est que
disons, l'objectif du masque, d'abord, quand on porte un masque, c'est aussi de garder ces virus ou en cas où on est malade et on ne le sait pas. Parmi les jeunes, c'est souvent le cas, c'est des cas asymptomatiques. Ils ont des virus, eux, ils ne sont pas malades, mais s'ils ne portent pas de masque, ils vont contribuer à propager la maladie dans la population et ce virus va arriver chez des gens vulnérables, ça peut être sa propre famille, et ils vont être malades alors que lui, il ne l'est pas. Donc la meilleure façon pour lui d'être responsable en quelque sorte et de contribuer à ce que la maladie recule, le virus recule, c'est de garder ces virus et c'est de porter le masque. Donc nous sommes dans un contexte, une situation où le port du masque va d'abord nous permettre à ce que tous les cas asymptomatiques ou bien tous les cas malades gardent chez eux leur virus, qu'ils les propagent, ils ne le font pas propager dans la population. Exactement. Bien sûr, inversement aussi, le masque va nous protéger dans une certaine proportion, mais quand même assez conséquente. C'est du 90%, etc. Donc c'est quand même assez conséquent de ce qui peut nous arriver du dehors. Donc indéniablement, le port du masque est quelque chose que nous devons pratiquer, ça devait être traditionnel, ça doit rentrer dans nos mœurs, ça doit être quelque chose qu'on porterait toujours, et c'est un élément d'arrêt et de recul de la transmission. C'est l'élément principal de la situation éviter les rassemblements aussi nombreux, bien sûr. Voilà, les bains de foule, bien tout sûr, ça, la distanciation, c'est ça aussi, la distanciation, c'est ça. Il faudrait qu'on se sépare un peu provisoirement, on ne se sépare pas de cœur à la coulière, mais physiquement, tous, de façon, il ne faut pas crier, on devrait plus toucher la main, on ne doit plus s'embrasser. Malheureusement, on voit beaucoup de gens le faire. Continuer à le faire. On ne doit pas se regrouper. Les mariages, maintenant, à mon sens, c'est l'occasion de les faire de façon économique, c'est-à-dire ne pas rassembler trop de gens, par exemple. Les veillées funèbres, maintenant, ne doivent pas se faire comme avant, où tout le monde est dans un F3, on est des fois à 50 d'akhar, sans masque, sans etc. Tout ça, ce sont des conduites à risque, qu'il faut éviter afin de nous permettre de ralentir, voire d'arrêter complètement la transmission de ce virus et en amont, plutôt en aval, d'avoir toutes les bonnes conséquences qu'on aura sur notre santé, sur le désengorgement des hôpitaux, sur le repos des médecins. On a vu aussi cette découverte au niveau mondial donc, du vaccin qui était longtemps une grande bataille entre les différentes nations et surtout le laboratoire. C'est des laboratoires qui, bien sûr, se taillent, on va dire, la part du lion et pour essayer donc de vendre un maximum donc, de produits qui va sauver la planète aujourd'hui. Inch'Allah, nous espérons, nous sommes tous en attente d'un vaccin qui va arriver, Inch'Allah. Nous avons des échos à travers pratiquement ce qu'on lit dans les chercheurs qui travaillent sur les chercheurs et tout. Beaucoup de pays sont avancés, beaucoup de laboratoires sont avancés, beaucoup d'espoir par rapport à ce qu'on vient d'entendre sur un vaccin qui a une efficacité très conséquente de 90%. Donc tout ça, ce sont des éléments d'espoir et nous attendons, Inch'Allah, qu'on puisse en avoir tous au niveau de la planète et notamment pour nous l'Algérie. C'est un énorme travail justement de recherche parce que c'est considérable comme travail pour arriver à trouver un vaccin en un laps de temps effectivement. Court, L'humanité, rappelez-vous bien au début, on s'est rappelé quand on disait au mois de mars, au mois d'avril, nous ne verrons pas venir un vaccin avant le début de l'année prochaine. C'était long pour nous, c'est vrai. Long. Aujourd'hui, quand même, c'est beaucoup plus proche. On sent arriver les choses, Inch'Allah. C'est quelque chose, bien sûr, l'arrivée d'un vaccin va nous aider à régler de façon plus conséquente le problème de la transmission dans la population. Voilà où il faut qu'on s'attende à se dire aussi une chose, même le vaccin même si on se vaccine, il faut encore continuer à penser à la bavette, du moins pour un certain temps. Donc, ce n'est pas demain qu'on va dire, dès qu'il y a le vaccin dont on entend parler, il faut qu'on arrête tout de suite la bavette. Et on doit la continuer, même au cours des périodes de vaccination LIGI, où on doit continuer à la prendre. Tout à fait. Il faut continuer toujours avec ces bonnes pratiques. Parce qu'il y a aussi cette épidémie de grippe saisonnière qui est à nos portes. Et donc, il faut absolument se faire vacciner pour les personnes les plus vulnérables, bien sûr. La grippe est déjà là. La grippe les vaccins, la campagne de vaccination en Algérie a commencé. Donc, ce masque va nous permettre aussi de nous protéger contre la grippe.
C'est ça. D'accord, il contre un peu beaucoup d'infections de virales saisonnières, hivernales. Donc, c'est tout l'intérêt du port de ce masque au cours surtout de ce contexte Covid, où nous ne voudrions pas voir se rajouter la grippe qui va certainement non seulement compliquer certains diagnostics parce que les signes sont très proches, ils sont assez similaires. Porter le masque, se vacciner contre la grippe, ça va être autant d'éléments qui vont nous aider à prendre en charge et à maîtriser l'épidémie Covid. Tout à fait. Et en tant qu'épidémiologiste, je suppose que vous avez vécu des moments inédits. Vous n'aurez jamais pensé avoir justement à traiter d'une pandémie mondiale comme celle-ci. Effectivement, on dira que à mon âge, bien sûr, je suis assez vieux, mais je n'ai jamais pensé qu'un jour j'allais vivre ce que j'apprenais en théorie. Pour nous, les histoires là de grandes pandémies et tout, elles étaient historiques, elles étaient... ça faisait partie d'une bibliographie. Oui, exactement, la grippe de 1918. Par exemple, pour nous, c'est des vieilles histoires. On a eu des craintes en 2003 avec l'apparition, ou là en 2012 avec le MERS et l'apparition du premier coronavirus. Mais ce sont des situations qui ne sont jamais arrivées en Algérie, donc nous n'avons pas eu l'occasion de lutter contre elles ou bien de les connaître. Mais cette fois-ci, nous sommes en plein, comme le reste de l'humanité, en plein dedans. On souhaite en tout cas Shifal, Kol Morda, et tous les malades, bien sûr, qui souffrent aujourd'hui de toutes sortes de pathologies et notamment donc, de la Covid-19. Merci beaucoup. Merci d'avoir été parmi nous, Nordine Smeril. Je rappelle que vous êtes épidémiologiste. Merci. À très bientôt et bon courage pour ce que vous faites au quotidien, vous et tout le personnel médical. Merci. Voilà, on continue bien entendu notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre toujours un spot pour parler encore du Covid et on se retrouve juste après. Vrai que la chaleur empêche le virus de survivre. Pas vrai du tout. Pas vrai du tout, parce que le virus, il survit, il peut survivre à des températures ambiantes. Il peut aussi survivre dans le corps humain, qui est à 37 degrés, je vous le rappelle, au minimum. Donc, c'est pas vrai. Donc, on peut se permettre de prendre une bonne crème glacée sans problème? Oh là là, ce n'est pas du tout, il n'y a pas du tout de rapport entre l'alimentation et la crème, parce que de toute façon, lorsque vous prenez une crème glacée, ça ne peut pas glacer votre température. Donc, il n'y a pas de lien. Est-ce que c'est vrai que le coronavirus ne se transmet pas dans l'air parce qu'il est trop gros? C'est tout net, c'est faux, c'est non. C'est un virus, c'est un agent pathogène et donc qui se transmet à partir des fluides que l'on fait, qu'on tousse ou bien qu'on éternue. Est-il vrai que boire de l'eau tiède et salée tue les germes du virus dans notre corps? Oh là là, vous avez vraiment une imagination assez fertile. Alors c'est non. Si l'eau salée ou l'eau tiède pouvait prévenir des maladies, vous et moi, on serait tout le temps en bonne santé. Il n'y aurait pas de maladie ici. Donc c'est pas vrai. Est-il vrai que se laver les mains avec suffisamment d'eau et de savon nous protège du virus? Très bien, ça c'est tout à fait vrai et comme je le dirais ici, la solution se trouve entre vos mains, c'est-à-dire comme l'ami qui se lave les mains. Il faut se laver régulièrement les mains avec du savon, de l'eau et du savon. Alors je vous invite aussi par la même occasion à plus de vigilance, à plus de responsabilité pour ne pas croire à tout ce qui se dit. Voilà, et bien sûr, ça vous donne donc des réponses toutes faites et bien comprendre un petit peu l'évolution de ce Covid-19. On rappelle toujours que nous sommes accompagnés et sponsorisés par Coral Peinture qui nous accompagne tout au long de notre émission. Et on a le plaisir de recevoir Hakim Keshrode. Oui, on va parler football ce matin avec lui. On est content de le recevoir comme à chaque fois. Bonjour Hakim. Bonjour Amel, bonjour à toutes et à tous. Comment ça va? Ça va. Alors, on va parler football, on va parler équipe nationale, on va parler des éliminatoires. Donc, de la 3e journée des éliminatoires. Donc, alors, 3e et 4e, puisque ça va se jouer très rapidement en l'espace d'une semaine, il y aura la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui a été reportée à 2022, vous le savez, au Cameroun. Donc il y a eu, à cause de la pandémie du Covid-19, donc tout a été chamboulé par rapport aux compétitions internationales. Et là, on rentre enfin dans les pratiquement, allez, on va dire, 2 dernières journées, si tout se passe bien pour les Fennecs, pour avoir l'assurance d'aller en Coupe d'Afrique en 2022. Voilà, c'est formidable. Et donc, une journée où on va
va encore suivre un beau match, Inch'Allah. Demain, ce sera demain. Demain, jeudi, les Verts qui sont à pied d'œuvre au Centre technique national de Sidi Moussa, arrivés pour la plupart des joueurs qui sont arrivés donc à Alger, se préparent et ont eu droit à plusieurs séances vidéo avec Djamel Belmadi, puisqu'il avait déjà eu l'occasion de voir l'effectif lors des 2 derniers matchs amicaux qui se sont disputés et en Autriche et aux Pays-Bas, face au Nigeria avec une victoire 1-0, on se le rappelle, et face au Mexique 2-2 aux Pays-Bas. Les Verts donc ont eu droit à 3 séances vidéo pour connaître un peu cette formation donc zimbabwéenne qu'ils ne connaissent pas trop. Elle est composée, puisque l'entraîneur Lugazerek, si je me plante pas dans son nom, Lugazerek, il est compliqué à prononcer, a chamboulé un petit peu son effectif, puisqu'il a rappelé également tous les joueurs internationaux du Zimbabwe pour venir renforcer cette équipe et essayer bien sûr de faire tomber les Verts qui restent sur 20 matchs sans défaite. Donc c'est un gros challenge pour lui, c'est un très très gros challenge. Les Verts qui restent, qui veulent également... C'est ce qu'on avait dit pour le Mexique. C'est ce qu'on avait dit pour le Mexique. On avait une grosse équipe et on s'inquiétait un petit peu pour notre équipe nationale. On a une grande équipe nationale, on a des joueurs de qualité, on a une équipe nationale qui peut prétendre d'aller décrocher un 2e titre africain et qui peut prétendre également aller jouer le mondial, le prochain mondial en 2022 au Qatar. Et pourquoi pas faire mieux qu'en 2014. Djamel Belmadi est conscient, aller faire mieux. Coupe du Monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un des objectifs de Djamel Belmadi et de la Fédération algérienne de football. Pourquoi pas, on l'a déjà vu et ça nous a tous fait vibrer. Voilà, de la plupart de ces joueurs de qualité qui sont aujourd'hui, qui veulent prouver qu'ils sont capables, que l'Algérie est capable d'aller titiller les grandes nations du football mondial. Exactement. Alors, il y a par contre, à cause de la Covid-19, il y a quelques absents. Ah ben oui, comme pour la plupart des formations donc africaines, mais également européennes, puisque le Covid-19 a touché tout le monde, il n'a laissé personne. C'est pour ça qu'on cessera de le répéter, protégez-vous, respectez les consignes de confinement, faites attention. Et donc, un match qui se jouera sont 3 joueurs. Alors, Attal, donc le JC Nice, le latéral gauche qui sera absent, lui également en raison de la pandémie du Covid-19. Le joueur de la Lazio de Rome, Fares, qui a été remplacé par Abdellaoui, le joueur du FC Sion suisse, qui lui a été appelé en renfort, Abdellaoui, qui doit venir pour remplacer donc l'absence de Fares, parce qu'à cause du Covid-19, l'équipe de la Lazio en a découvert des cas de Covid et Fares est resté bloqué donc en Italie, il n'a pas pu rejoindre l'effectif. Attal, on l'a su il y a quelques jours, dimanche dernier, donc il a été donc avec quelques joueurs de l'OGC Nice Covid-19, donc il a été testé positif et donc seront absents de cette double confrontation et de ce rendez-vous et de demain jeudi et bien sûr de lundi 16, si je ne me trompe pas, face à l'équipe du Zimbabwe à Harare. D'accord. Alors c'est vrai qu'il y a eu un relâchement au niveau mondial pour ce qui est donc des protections et surtout ces athlètes qui étaient confinés au départ, qui n'avaient pas fait de regroupement, qui n'avaient pas fait donc de préparation aussi physique. Aujourd'hui, c'est une question qui s'était posée la dernière fois qu'on avait parlé donc du dernier match Algérie-Mexique. C'est vrai que ces difficultés donc de manque de préparation aujourd'hui, on l'a vu finalement, ils sont fin prêts. Ils sont fin prêts parce qu'ils ont l'avantage de jouer dans leurs clubs respectifs en Europe. Il y a certains joueurs qui évoluent en Ligue des Champions. Ils s'entraînent chez eux aussi. Ils s'entraînent chez eux. Donc les joueurs que Djamel Belmadi a convoqués pour les 3 derniers stages, on va dire, avec celui qui vient de débuter, avec les 3 derniers stages, il a convoqué les joueurs qui étaient compétitifs. Djamel Belmadi l'a toujours dit, je ne peux pas jouer avec la santé des athlètes. Il n'a pas convoqué les joueurs locaux. On le sait, le championnat est en arrêt depuis le mois de mars dernier en raison de la pandémie du Covid. Les joueurs du championnat national et des clubs algériens ont repris les entraînements il y a à peine quelques semaines. Il y a encore énormément de cas de Covid-19 chez la plupart des clubs en Algérie. Et là, même la Confédération africaine a fait et a ordonné, bien sûr, une organisation très stricte drastique autour donc de l'organisation des matchs et de ces rendez-vous sportifs afin de préserver la santé et des joueurs et de la population surtout. Les matchs se joueront à huis clos. Les tests Covid qui se font pratiquement tous les 3 jours pour certains clubs qui ont la possibilité de le faire. Pour le reste, c'est vrai que ça coûte cher.
Ça coûte très très cher pour nos clubs, par exemple, ça coûte très cher, on n'a pas la possibilité de le faire. En ce qui concerne l'équipe nationale, il n'y a pas de souci de ce côté, ils ont leurs tests qui sont faits dans leurs clubs respectifs, puisqu'ils jouent pratiquement tous les 3 jours. Physiquement, ils sont bons, tactiquement, ils sont très bons. Là, reste sur le plan mental. C'est vrai que c'est une qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, c'est pas évident. C'est lourd à porter. C'est lourd à porter pour des Verts qui viennent de décrocher, on se le rappelle, en 2019, le 2e titre africain pour l'Algérie. Et là, on est parti, parce que là, les Algériens sont très exigeants. Il y a un peu plus de 40 millions d'entraîneurs, on ne cesse de le dire. Tout le monde a sa petite idée dans sa tête et tout le monde veut que les Verts soient très souvent en Coupe d'Afrique des Nations et pourquoi pas au Mondial. Ça serait bien d'avoir une 3e étoile sur le maillot. Donc, ça serait bien d'avoir une 3e étoile. C'est le rêve de tout club, toute nation, d'avoir énormément de titres sur son maillot et d'être sur le toit de son continent pour tous les pays. Et pour ce match, donc on le disait tout à l'heure, on en a parlé rapidement, il y a eu quand même des consignes drastiques de la part de la Confédération africaine. Le Stade du 5 juillet, pour sa part, qui lui s'est préparé à l'événement, va ouvrir ses portes. Juste portes. Pour les joueurs. Non, mais il faut rappeler également que ça fait 9 ans, plus de 9 ans, que l'équipe nationale n'a pas évolué sur ce stade du 5 juillet. Le stade du 5 juillet qui fait peau neuve, qui se prépare à accueillir ce grand événement, ce match, donc demain jeudi sur la chaîne nationale, à partir de 20h au stade du 5 juillet, 3e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Même Jamel Belmadi, dès son arrivée à Alger, est allé s'enquérir de l'état de la très exigeant. Très exigeant, Jamel Belmadi. Première chose, de l'aéroport directement au stade du 5 juillet avec son staff technique pour s'enquérir de l'état de la pelouse, de l'état des vestiaires. Et puis nous, notre journaliste, donc Saïd Fellak, est allé également s'enquérir de l'état des avancements des travaux de ce stade du 5 juillet. On voit le sujet, on se retrouve juste après. Un an plus tard, la sélection nationale va renouer avec un match à domicile face au Zimbabwe au stade du 5 juillet. Une enceinte qui a fait peau neuve pour accueillir dignement les champions d'Afrique. La pelouse est 100% les bancs de touche, conformément aux institutions de la CAF, où il y a 25 sièges chacun. انا لحقنا الماء سخون حتى لي فيستير تاعنا باش ناليمونتو لي رادياتور ولي دوش تاعنا باش نديروا كما يقولوا نو جوار دون دي بون كونديسيون. Les responsables du complexe olympique ont mis les bouchées doubles ces derniers mois pour non seulement entretenir la pelouse afin qu'elle soit parfaite le jour du match, mais ils ont mené plusieurs travaux comme la réhabilitation d'un 3e vestiaire se trouvant à l'étage. Une nécessité pour la mise en application du protocole sanitaire contre la Covid-19. Le protocole sanitaire de la Covid-19, où on a aménagé les vestiaires en 72 dans le stade, parce que le stade a été inauguré en 72, les vestiaires qui ont délaissés de 2002 à ce jour, on les a repris, on les a aménagés à la norme actuelle. Le sélectionneur national Jamel Belmadi, accompagné des membres de son staff, s'est rendu dimanche en fin d'après-midi au temple olympique afin d'inspecter l'état de la pelouse et visiter les vestiaires. Le fait qu'il n'y a pas eu de championnat, on va dire malheureusement, heureusement pour nous, on a laissé vraiment la possibilité et donné du temps à tous nos ingénieurs et tous ceux qui se sont vraiment dévoués à nous, au travail et à nous donner une pelouse impeccable. Donc c'est le cas. Alors déjà on les remercie et on reconnaît vraiment le fait qu'ils aient bien bossé. Il est important à souligner que la dernière fois que les Verts ont joué un match officiel au stade du 5 juillet, c'était il y a plus de 9 ans. Plus précisément le 9 octobre 2011 face à la République centrafricaine. Ce soir-là, Hassan Ibda et Foued Qadir avaient permis à l'Algérie de l'emporter sur un score de 2-0. Voilà, beaucoup donc de rigueur et on a pu voir le stade qui fait peau neuve, comme vous l'avez dit. Ce qui est dommage, c'est que le stade sera vide et on le connaît, le stade du 5 juillet, communément appelé par les connaisseurs du foot al-Mahkama, donc le tribunal, le stade du 5 juillet. C'est vrai qu'il fait peur même à nos clubs, même aux joueurs qui ont l'habitude d'y jouer. Ils ont peur quand ils rentrent à ce stade, mais bon, cette fois-ci ce sera huis clos oblige, Covid oblige. Il y a eu même des demandes drastiques pour savoir, mis à part la télévision algérienne, aucun
aucune presse n'est autorisée à accéder au stade, mis à part les équipes techniques. Nos équipes techniques ont été, on leur a exigé d'aller faire le test, tous ceux qui seront sur la ligne de touche. Un journaliste par média, il y aura bien sûr la radio nationale, mais également la télévision algérienne, pas de photographe, tellement ça doit être serré. Ce sont les exigences de la Confédération africaine. L'Algérie est obligée donc de suivre et de faire attention. Et comme on le dit souvent, ce n'est pas voulu, c'est pour des raisons de sécurité, des raisons de santé. On sait très bien que ce Covid, on est en pleine deuxième vague pour certains pays, même en Algérie on est touché, donc il va falloir faire très attention et surtout à la santé des joueurs et des gens qui seront présents et bien sûr de nos invités, les Zimbabwéens qui sont sur Alger. Voilà. Et ils seront sur Alger donc demain. Ils sont sur Alger déjà, ils sont à pied d'œuvre. Ils travaillent. Ils sont à pied d'œuvre, ils s'entraînent, ils sont arrivés à Alger avec l'objectif, je le disais tout à l'heure, bien sûr de battre le champion d'Afrique et de mettre fin à cette série d'invincibilité de l'équipe nationale algérienne et bien sûr de ce nombre de victoires, 20 au total depuis l'entame bien sûr de cette campagne africaine de 2019. L'Algérie n'a plus perdu un match et on croise les doigts, on espère que ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. On va soutenir notre équipe nationale jusqu'au bout. Il y a certains superstitieux qui disent qu'il y avait le stade Mustapha Tchaker qui était bien sûr le fief de l'équipe nationale où elle n'a perdu aucun match. Mais le stade du 5 juillet, la dernière rencontre des Fennecs dans ce stade, c'était il y a 9 ans. Il y a eu une victoire derrière et on espère faire affaire. Donc bien sûr, avec une belle victoire demain pour assurer, bien sûr, un petit peu la qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Très bien. Et si jamais donc ils ont un match nul, tout va bien? Ils seront toujours en tête du classement. L'Algérie est toujours première de son groupe, donc le groupe 8, le groupe H, avec 6 points, 2 matchs, 2 victoires, 5-0, 1-0. Et puis là, c'est la 3e journée. Si l'Algérie réussit à emporter les 2 prochains matchs, c'est-à-dire 3e, 4e journée, jeudi à Alger et bien sûr le 16 à Harare, l'équipe nationale sera donc qualifiée forcément et automatiquement à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Qu'en est-il de cette équipe donc zimbabwéenne? C'est une équipe que l'équipe algérienne ne connaisse pas. Ils ont eu l'occasion, donc je vous le disais, Jamel Belmadi a organisé 3 séances vidéo, une lundi en soirée juste après le dîner et hier mardi, une dans la matinée et une dans l'après-midi afin de pouvoir jauger cette équipe. Certes, il y a certains joueurs dont nos joueurs algériens connaissent très bien, puisqu'ils ont l'occasion de les voir dans les championnats étrangers. Plusieurs joueurs de cette équipe zimbabwéenne jouent en Europe, jouent à l'étranger, et donc l'entraîneur, ils se connaissent forcément, ils ont un très beau football, ils sont physiques, ils ont une bonne, ils savent jouer au ballon, et il va falloir faire très attention. C'est le petit poussé du groupe, il faut savoir, le Zimbabwe, et ils veulent profiter de ce statut de petit poussé pour essayer de créer la surprise et bien sûr de tremper la vigilance de Jamel Belmadi et de ses capés. Il faudra faire attention, faire preuve de prudence. Puis on connaît notre équipe nationale, elle est toujours au devant, bien sûr. Pas de relâchement. Ils ont la grinta de la victoire. Ils en veulent, donc j'espère qu'ils feront un beau match déjà. Et nous, on sera là pour les encourager. Et en plus, ils veulent battre le record détenu, bien sûr, par l'Égypte, 24 victoires donc consécutives. C'est un record qu'a l'Égypte. L'Algérie veut le battre. Donc Jamel Belmadi veut battre ce record de 24 matchs sans défaite. Très bien. Donc, le match est prévu donc demain. Demain jeudi, à partir de 20h, donc au stade du 5 juillet 62, le fief du football algérien, le temple du football algérien. Ce sera bien sûr en direct sur la chaîne nationale et que sur la chaîne nationale. Et on espère bien sûr avec l'arbitre donc Alioum qui connaît bien la sélection algérienne puisqu'il a eu l'occasion de les arbitrer lors de la finale face donc au Sénégal. C'était en 2019 avec une belle victoire. Vous serez où demain? Je serai à la maison devant mon poste télé puisque on ne peut pas y aller, c'est très strict, c'est pas n'importe qui peut rentrer au stade. On avait des fois l'habitude d'aller même quand on ne travaillait pas, d'aller assister à un beau match de football, mais conditions Covid strictes, c'est limité. Vous y reviendrez bien sûr cette belle rencontre. Bien sûr, on reviendra sur cette belle rencontre éventuellement à travers l'émission donc dimanche, mais également samedi matin, pourquoi pas, ici même dans le Bonjour d'Algérie. Pourquoi pas. Voilà. On a donc tous nos espoirs. Et le rendez-vous est pris pour samedi matin. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup Hakim. C'est moi. Toujours d'être là pour nous donner des nouvelles de
votre service de notre et au service sport du et surtout de téléspectateur. notre équipe nationale, hein, c'est important. On rappellera donc que vous serez avec nous, Inch'Allah, si victoire et bien sûr, Même s'il s'il n'y a pas. il n'y a pas de souci, samedi matin. Vous serez avec nous samedi matin. Merci beaucoup Hakim, bonne journée à vous. C'est moi. Voilà, on Et puis est à très arrivé à la bientôt. fin de l'émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On rappelle toujours que cette émission a été accompagnée et surtout sponsorisée par Coral Peinture. Merci de nous avoir suivis. J'espère aussi que vous allez rester toujours attentifs à nos programmes. Bien entendu, on présente aussi nos condoléances à notre collègue Sabrina Khlifi qui a perdu son papa, au nom de toute l'équipe du Bonjour d'Algérie notamment. Et puis bien entendu, Rabbi Sabrahom. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe. Le rendez-vous est pris déjà pour demain. Ne ratez pas notre émission, 8h30, 10h bien entendu. Bonne journée à vous et à demain, Inch'Allah. Au revoir. D'un vaccin va nous aider. Oui, la musique. La musique n'est pas. Elle est partie. Voilà.